Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va enchaîner aujourd'hui avec notre session de révision sur le programming des défibrillateurs et en particulier, on va voir quelques aspects pratiques avec quelques gestions des dysfonctionnements. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vous rappelle en continuité de ce qu'a dit notre ami Dr. Walid Rochdi que depuis 2019, il y avait une recommandation qui est en fait, c'est une révision des recommandations qui était déjà en 2015 et qui a fait passer marque par marque les bases de programmation des défibrillateurs, soit monochambre, soit triple chambre, soit double chambre. Et voici, grosso modo, une partie, comment ils s'en sont présentés. Donc, comment on va faire, comment on va programmer la bradycardie, comment on va programmer la détection. Et chaque marque en particulier, il a des algorithmes avec des spécifiques et une manière différente de comptage hein, pour remplir les compteurs et valider les critères pour donner une thérapie. Et ce qui fait un petit peu la difficulté de retenir tous ces détails pour les cliniciens, pour les praticiens, les rythmologues. Et ces recommandations, en fait, étaient d'un grand apport et d'un grand intérêt en pratique clinique. Et c'est la raison pour laquelle je vous recommande vivement, lorsque vous commencez cette activité, de voir ces différents aspects pour comprendre un peu comment ça se passe la programmation. Deuxième chose, on ne peut pas tout maîtriser sur le même temps, donc il faut choisir tout d'abord une marque et aux deux marques maximum et travailler dessus et travailler avec cette marque pour s'habituer aux différents algorithmes, pour s'habituer à leur programmation et comme ça va pas poser de problème. Et les ingénieurs des marques respectives, elles sont là pour donner une idée, pour nous assister au niveau de cette programmation. Et donc, avant d'aller beaucoup plus loin dans cette partie, je vais vous faire un petit rappel sur la programmation de nos marques Medtronic, hein, la marque dont j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec. Et d'autre part, parce que la plupart des tracés qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas tous les tracés qu'on va voir aujourd'hui, c'est des tracés qui vont être de la marque Medtronic. Et donc, il faut vraiment qu'on se rappelle comment on va les programmer et certains points essentiels à retenir. Donc, vous voyez que pour la marque Medtronic, lorsqu'on a, c'est la version bradycardie, lorsqu'on a un monochambre, on va le programmer en mode VVI 40 et lorsqu'on a un double chambre, on va le programmer en mode DDD et on peut activer le mode FVP comme ça a été bien montré ici, ça veut dire en mode AAI en mode DDD. Et si vous avez un mode CRT, on va le faire en mode DDD et on peut ajouter, bien sûr, si le patient n'a pas un BAV et qu'il a une conduction AV qui est intacte, on peut ajouter l'adaptive BV avec la stimulation des ventricules gauche. Pour la détection, et ça c'est le centre de l'activité d'un défibrillateur d'un DAI. Et donc, vous voyez que on a un peu deux cas de figure de la programmation. Nous avons les patients qui sont en fait, euh, pas d'histoire, ils n'ont pas d'histoire ils ont pas d'histoire sur de tachycardie ventriculaire. Ça veut dire, en termes de défibrillation, on parle de patients en prévention primaire. Donc, on va le programmer comme vous le voyez, en zone FV. Ça veut dire on ne va pas activer la zone TV, on ne va pas activer la zone TV rapide comme on le faisait avant. Et on va voir en fait que la zone FV avec 30 à 40 intervalles, à peu près aux alentours de 180 battements par minute. Ça veut dire ça, c'est le cut-off, c'est la limite à partir desquelles on va commencer à considérer cette tachycardie. Mais pour les patients qui sont en fait, ils ont une tachycardie ventriculaire documentée, monomorphe, on va utiliser en fait deux zones au lieu de trois comme on le faisait avant. On va faire une zone de FV avec
30 à 40 intervalles et on va faire une zone de TV, et zone de TV avec 10 à 20 battements par minute plus lente que la tachycardie clinique et on va utiliser comme détection ces 24 intervalles au lieu de ces 30-40 qu'on utilise en FV en fait. Et donc, comment on va délivrer ces thérapies? Et donc, tout simplement, en zone FV, c'est on va donner de l'ATP avant, avant la charge et on va par la suite on va par la suite, soit avant, soit durant la charge, et ça nous fait à peu près 2 ATP pendant le moment où il est en train de charger, en général, c'est entre 10 à 20 secondes avant de délivrer. Et puis nous avons, lorsque on est dans la zone TV, et on va donner un peu un burst des ATP et de 8 battements, et puis par la suite, on va faire des décréments. On peut donner 1 à 2 bursts et par la suite, on va donner entre 2 à... en fait, on va donner... on peut donner jusqu'à 6 chocs en fonction est-ce que la tachycardie elle a été réduite ou pas. Pardon. Et puis, il y a d'autres arguments que sont la partie de discrimination. Et donc, lorsqu'on est dans le simple chambre, c'est l'algorithme wavelet qu'il faut l'activer. Et que vous voyez que la limite, ça, c'est la discrimination entre la TSV et la TV, en fait. Et vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 230. Et vous voyez qu'il y a un peu de chevauchement entre avant au niveau de la zone FV et pas plus. Et puis tout ce qui est stabilité en 7 n'est pas recommandé de le mettre en off, en on. Donc ça veut dire qu'il faut le garder en off. Et puis si vous avez un dial chambre, c'est la même chose, hein. On va faire un PR logique qui va nous permettre un peu de comparer le un pour un et comparer l'activité atriale et ventriculaire. Le wavelet aussi, on peut le mettre en on. La discrimination limite, c'est à peu près à ça. Et les autres stabilités et le début de la tachycardie, on va le mettre en off. Il y a autre chose qui sont très très importantes dans le cadre des pacemakers métroniques, ça veut dire qu'il faut mettre lead integrity alert, ça veut dire c'est l'intégrité de la sonde, c'est un algorithme, on va voir quelques exemples tout à l'heure, c'est un algorithme qui va être très utile pour détecter avant même l'arrivée des chocs inappropriés dans certaines situations, de détecter le malfonctionnement de la sonde. Et puis nous avons le T-Wave Oversensing, ça veut dire ça, c'est un mode également qui va permettre d'éviter le double comptage de l'onde de T et le comptage de l'onde de T. Et vous voyez ici que il y a un autre algorithme qui rejoint à peu près l'algorithme, le premier algorithme, qui va nous permettre à peu près d'éviter les noises, d'éviter le bruit sur la sonde ventriculaire. Donc, grosso modo, ça, c'est tout ce qui est en rapport avec ce rappel de la programmation. Vite fait sans entrer dans les détails, mais maintenant on va commencer un peu sur le fonctionnement du pacemaker et on va voir ensemble quelques aspects. Donc, ce que je recommande de façon très vive avant de voir les tracés des pacemakers, c'est d'abord, pardon, des défibrillateurs, c'est d'abord de voir ce graphe-là qui va nous donner un peu une idée très globale de l'épisode depuis son début jusqu'à la fin. Et ça va également nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est un grand avantage par exemple, de la marque Medtronic par rapport, par exemple, à la marque Abbott où on ne peut pas avoir ce plot, on ne peut pas avoir ce graphique-là et on ne peut pas avoir comprendre qu'est-ce qui se passe de façon générale. Alors, ce tracé-là, comme vous le voyez, il va nous donner que c'est vous voyez que c'est une quad CRTD, ça veut dire que c'est un triple chambre, c'est un défibrillateur triple chambre. L'épisode qu'on a détecté ici, comme vous le voyez ici en haut à gauche, c'est un FV et qu'il a donné des chocs à 40 joules et que ça a été couronné par un succès et que vous voyez ici la date, etc., l'heure, la durée, ça a duré 17 secondes et vous voyez ici que la zone FFV, ils étaient aux alentours de 300
320 millisecondes et que la zone de TV rapide, il a été à 250. Lorsque vous voyez les points noirs là que vous voyez, c'est les intervalles VV et les points là, les petits ronds là blancs, c'est les VV, mais c'est spontané. Et les petits carrés ici, c'est noir, c'est les AA stimulés. Et c'est les AA à détecter, c'est le petit carré blanc là. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on va aller sur ce tracé-là? On va voir que nous avions une activité stimulée au niveau ventriculaire et ça, c'est une bonne chose parce qu'on est dans un défibrillateur triple chambre. On veut que la stimulation soit comme ça tout le temps. Quelques points là un petit peu blancs détectés. Très probablement, ils vont correspondre à des extrasystoles ventriculaires. Et puis par la suite, on arrive à trouver quelque chose ici, d'une activité spontanée, là, comme vous le voyez, activité ventriculaire, qui était aux alentours, qui est au-delà de la zone de cette ligne-là, hein, qui trace la zone FFV à 320 millisecondes. Et donc, on est bel et bien dans une activité au niveau d'une zone de fibrillation ventriculaire, comme ça a été indiqué sur l'épisode. Et vous voyez ici qu'à partir de là, vous voyez que vous avez une détection de l'épisode qui a été lancé et que vous avez ici, euh, ça c'est en secondes, c'est à peu près le moment de la redétection de la charge des condensateurs de défibrillateurs. Et vous voyez ici, ça a donné un 40 joules ici. Et vous voyez le choc, il a été délivré là. Et vous voyez, après le choc, nous avons une activité qui revient avec une activité atriale détectée, avec une activité stimulée parce que c'est un défibrillateur triple chambre. Et puis à la fin, vous voyez qu'il y a un stop, ça veut dire que l'épisode, il a été arrêté. Donc si on voit rien que le graphe ici, on est en train de détecter une FV, une fibrillation ventriculaire, qui a été bien détectée et qui a reçu un choc et une thérapie d'emblée parce qu'on est dans une zone FV et peut-être l'ATP pendant la charge n'était pas activé et que le choc il a été approprié a priori et que il a été avec un succès et que l'épisode s'est arrêté. Donc si on veut aller beaucoup plus loin, on va aller voir un petit peu les EGM. Et donc, qu'est-ce que vous voyez au niveau de l'EGM? On peut avoir que nous avons ici, sur le premier EGM, distal A, anode A, ça veut dire là, c'est une détection bipolaire sur la sonde atriale. Et vous avez ici, distal VD, anode VD, c'est une détection bipolaire sur la sonde ventriculaire droite. Et bien sûr, on peut avoir, dans certaines situations, il est recommandé d'avoir ce qu'on appelle le canal du choc ou le far field, qui est un peu, elle reprend un peu la morphologie de l'ECG habituel qu'on retrouve. Et vous voyez ici, nous avons les marqueurs AS, 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 AS. Ça veut dire là, c'est une activité spontanée et que le BV, 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 ça veut dire que bel et bien, il s'agit d'une d'une activité ventriculaire spontanée là pour l'extrasystole et le reste c'est la stimulation biventriculaire d'un défibrillateur triple chambre, ça veut dire avec une fonction de CRTD. Alors, ce qu'il faut remarquer que dans cette partie, vous voyez que nous avons quelques marqueurs, nous n'avons pas de GM, nous n'avons pas d'électrocardiogramme. Et ça c'est les anciennes plateformes de Medtronic. Sur les anciennes plateformes de Medtronic, ça constituait, parce que ça consommait beaucoup de batterie si on veut avoir le début de l'épisode, mais sur les nouvelles plateformes, ce problème il a été réglé et on trouve pas beaucoup. Mais quand même, on n'arrive pas quand même avec ces EGM. Ça veut dire ça, c'est une activité atriale, ça, c'est une stimulation ventriculaire. On voit que les choses sont assez claires. Et puis, à un certain moment, on retrouve ce que vous voyez sur ce tracé-là. On retrouve là une activité atriale, une stimulation ventriculaire. Et vous voyez ici, ça, c'est une stimulation normale. Là, ici, vous voyez que c'est marqué BV avec un VS. Là, probablement, c'est à cause d'un algorithme sur le Medtronic qui permet d'optimiser la stimulation biventriculaire, même avec une détection d'un extrasystole.
Et puis, vous voyez là que nous avons une VS qui a été détectée ici au début de l'épisode. Ça, c'est sur le canal ventriculaire. Ça, c'est le GM ventriculaire. Et vous voyez un peu que d'emblée, on est en train de marquer FS, FS, FS. Ça veut dire que ça, c'est des spontanés. Et que nous avons une activité qui a été détectée au niveau de la zone de, euh, de fibrillation ventriculaire, c'est pourquoi F. Et au niveau de la zone de détection ventriculaire, les compteurs sont probabilistes, ils ne sont pas consécutifs, comme c'est le cas pour la tachycardie ventriculaire au niveau de la zone TV habituelle. Ça veut dire là, il faut qu'on ait juste 30 sur 40, euh, 30 complexes, sur 40 pour déclencher pour confirmer qu'on a bien détecté une activité ventriculaire type fibrillation ventriculaire. Et vous voyez ici que à la fin ici, on arrive ici à voir une FD, ça veut dire une FV qui a été détectée. Le D là, c'est pour détection. Et vous voyez ici que c'est marqué FV, donc le diagnostic il a été retenu. Et par la suite, vous voyez VS, 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 VS. Malgré qu'il est en zone FV, si vous voyez que les intervalles là, ils sont 180, 180, 130, 160, c'est des intervalles qui sont plus rapides que de 100, 320 de la zone FV qu'on avait tout à l'heure. Mais historiquement, c'est une nomination qui est que Medtronic il a gardé pendant un certain moment et qui, au moment de la charge en général, c'est marqué comme VS et non pas comme FV. Et vous voyez ici, toutes ces durées-là, on voit qu'il y a des VS associés et on va retrouver après ça que euh, le CE, là, ça veut dire que la charge est là terminée. Là, on voyait que le diagnostic il a été fait là avec de détection. La charge a commencé pendant tout ce moment-là. Et puis, on est arrivé là avec une charge qui est charge E, CE, ça veut dire c'est charge Inde. Et puis là, c'est après détection de deux complexes, avec un deuxième complexe, avec un choc qui est synchrone serlant de R. Vous voyez ici que le choc Ah, il faut y est arriver, français. délivré. Et ce choc-là, vous voyez ici que c'est une thérapie qui a été faite de délivration à 39,1 joules, si vous voyez ce détail. Et par la Ah, suite, mais... vous voyez que ça reprend avec une stimulation biventriculaire et que après 8 cycles à peu près, 8 Cotis. cycles de VS ou de VP, peu importe, hein. Donc 8 cycles après le choc, l'appareil il a déclaré la fin de l'épisode avec l'arrêt. Et vous voyez qu'au moment là des chocs, lorsqu'il délivre le choc, il y a un espèce de blanking qui ne permet pas de détecter n'importe quoi. Donc si on veut résumer, ça c'est un peu résumé, il nous donne un peu comment il fonctionnait et que quelles sont les choses. Là, il nous parle d'un épisode de FV, 17 secondes, et que la fréquence moyenne qu'il a retrouvée, combien de voltage il a donné, une seule thérapie, et que elle a été programmée en zone FV 30/40 avec une redétection de 12/16, avec une zone TV rapide via FV, dans zone de TV qui a été arrêtée et que tous les détails dont on parlait tout à l'heure et que le GM3 ça correspond à quoi, le GM1 ça correspond à quoi. Et ça, c'est un élément très important. Donc, au niveau de le premier cas, on a bien illustré que, au niveau de ce premier cas, on a bien illustré le bon fonctionnement d'un défibrillateur. Ça veut dire que nous avons Ouais. une fibrillation ventriculaire et par la suite, nous avons qu'il a rempli les compteurs des défibrillateurs et puis il a chargé et puis il a revérifié, redétecté et puis il a délivré un choc et puis nous avons l'arrêt de l'épisode. Ne passe par la suite, ne passons à un autre.
Est-ce que vous voyez les images? Voilà. Nous passons actuellement à un autre épisode. C'est un autre tracé. Et là, vous voyez que c'est un VR. Donc, on est dans un VR, ça veut dire que c'est un défibrillateur monochambre. Et que lorsqu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ce plot, il ne parle la même chose que c'est une FV qui a 35 joules, qui a été un succès, etc. Et la durée. Mais on voit que au début, là, nous avons une activité un peu une nébuleuse de points là au niveau de la dernière partie des tracés que vous voyez avec des intervalles très différents, avec une variabilité des cycles de détection et que ceci est là vraiment très important à connaître parce que ces points-là qu'on voit, les points noirs là, qui sont au niveau des zones qui ne sont pas en FV alors que le patient, on estime qu'il est en FV, et là, ça, c'est vraiment la signification qu'il existe une sous-détection. Et cette sous-détection, de façon générale, elle est en rapport parfois avec euh, quelques changements, ça veut dire nous avons quelques QRS ou quelques EGM qui sont microvoltés et donc ils peuvent pas ne pas être comptés par les compteurs et ça peut un petit peu, parfois c'est dangereux parce que si on est dans une zone TV, ça peut arrêter le comptage et relancer un nouveau comptage et donc les compteurs peuvent ne pas être remplis pour cette raison. Mais heureusement qu'au niveau des zones FEV, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, nous avons un comptage qui est un peu probabiliste. Et si on dit qu'il est probabiliste, ça veut dire qu'il va à var 30 sur 40, etc. Et donc ça permet un peu de remplir rapidement les compteurs et pour valider les thérapies. Et je vais vous donner sur ce GM tout à l'heure, comme vous le voyez. Donc, si vous voyez cette région-là, on voit que vous avez des EGM un peu amples ici, mais là, vous voyez que ils sont vraiment microvoltés là aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle qu'on peut trouver quelques aspects. Là aussi, vous voyez que nous avons entre des EGM qui sont un peu bien voltés, il y a des EGM qui sont microvoltaïque, et ça va être la raison principale de cette sous-détection. Et donc, heureusement, pour les compteurs, ils sont probabilistes au niveau des zones FV. Troisième tracé qu'on va voir, c'est là on va nous parler d'un TVNS et vous voyez que ça c'est un rythme qui est normal et qu'on voit ici qu'au cours il y a une FV avec une petite nébuleuse également et que c'est marqué stop, ça veut dire que la tachycardie s'est stoppée, qu'il n'y a pas de choc qui a été délivré et que pour l'appareil c'est un TVNS. C'est un TVNS qui a été arrêté. Et donc, si on va voir qu'est-ce qui se passait au niveau, euh, euh, au niveau des EGM, on va voir bel et bien que là, c'est un monochambre, hein. Ça, c'est un VR, ça veut dire que c'est un monochambre. Ce qu'on voit sur le premier, ça c'est le far-field dont on parlait tout à l'heure. Et le premier canal, nous avons une activité VD avec une détection bipolaire ventriculaire de GM. Et vous voyez ici que vous avez plusieurs activités et que vous avez c'est en zone de FV, mais heureusement, donc c'est le comptage de 30 sur 40 n'était pas rempli. Et donc, lorsque l'attaque cardiaque s'est arrêtée, et donc pour l'appareil, c'est pas il n'a pas ordonné une charge des condensateurs. Et donc, par conséquent, euh, on a une TVNS. Et donc, vous voyez un peu, c'est assez important parce que il y a beaucoup d'arythmies qui peuvent se réduire de façon spontanée. Et historiquement, si vous vous rappelez, hein, les gens qui ont débuté la défibrillation depuis longtemps, qu'on avait
à peu près plusieurs intervalles. Donc, je me rappelle, lorsqu'on a démarré en 2014-2015, on parlait des intervalles de 12/15, de 9/12. Et actuellement, on a laissé beaucoup plus de temps pour la détection comme 30/40. Et ça a donné une idée qui est très, très importante, qui va nous permettre entre autres, d'avoir des, d'avoir un temps pour que un certain pourcentage qui n'est pas négligeable des arythmies peuvent se réduire spontanément. Donc, si vous voyez avec moi ici, euh, ça, on va peut-être le voir sur le prochain tracé, c'est à peu près la même idée. Vous voyez que c'est une zone FV, que l'arythmie, il s'est réduit de façon spontanée, et puis et ça a été détecté comme éveil. Elle a fait un pied, euh, tout l'épisode s'est arrêté. Donc là encore, c'est un monochambre, le VR. Vous avez ici, c'est le GM, ça c'est le Farfield. Et vous voyez ici, c'est à peu près le tracé de la même patiente sur plusieurs épisodes. Et vous voyez que ça, c'est le diagnostic de FV a été fait, mais avant voici ici, lorsque vous voyez VS après FV, ça veut dire qu'elle est en train de charger, et même lorsqu'elle a chargé, il n'a pas permis, avant qu'il va délivrer, il n'a pas validé les critères de redétection, et donc il a abandonné. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Et là, vous voyez également, si on voit qu'est-ce qui se passe au niveau sur le GM, ici, vous voyez que l'espace QT, il est lent. Et donc, on est devant un cas particulier de torsade de pointe. C'est un patient avec un syndrome de QT lent. Et ça permet cette, ce nombre d'intervalles 30/40, ça permet un peu pour ces patients de leur éviter des chocs parce que dans les torsades de pointe, en général, c'est des tachycardies qui peuvent s'arrêter tout seul la plupart du temps et que également parce que le fait d'avoir beaucoup de chocs, ça augmente un peu la mortalité de ces patients. Et comme on l'a bien connu depuis longtemps que les chocs inappropriés ou beaucoup de chocs peuvent être un peu délétères et non pas toujours peuvent sauver la vie. La fonction d'un défibrillateur, de façon générale, c'est de sauver la vie, mais dans certaines situations, elles peuvent un peu compliquer les choses et être lui-même source d'une morbide, d'une morphologie particulière. Et vous voyez ici, c'est à peu près la même chose qu'on revoit en zone FEV qui avait on a bien compris ici qu'il y a une stimulation, ça veut dire qu'il y avait ici un burst qui a été donné, et puis nous avons une fibrillation ventriculaire pas été choquée par la suite. Et donc on a bien compris qu'au niveau de ce tracé, c'est un patient qui a été implanté en prévention primaire, hein, et ça on ne peut pas le comprendre sur ce tracé, mais on a compris que nous avons un burst, puis une EV. En général, cet aspect, on le voit dans les patients lorsqu'on induit une fibrillation ventriculaire. Et ceci, on le faisait avant, on le faisait, avait regardé si c'était en 2014, on faisait avant l'injection pour des patients en prévention secondaire, pour des patients qui étaient handicap particulier, lorsqu'on changeait le boîtier dans certains types de boîtiers, comme le Fidelis par exemple, de Medtronic, etc. Donc on avait des indications particulières. Actuellement, euh, presque personne ne fait ce genre d'indection. On ne le fait pas de façon habituelle, de façon de routine, sauf c'est des cas très, très, très particuliers. On peut en tenter de faire ça. Et lorsqu'on voit ça, on voit que ce choc-là qui a été, ça c'est la stimulation, voici la stimulation après, hop, un choc sur l'onde T qui a fait dégénérer ce patient qui a été stimulé en fibrillation ventriculaire et puis été bien détecté et puis par la suite il a reçu un choc qui a réduit la tachycardie. Vous voyez ici que le moment de choc on a réduit sur l'onde T, donc si le patient il reçoit ces chocs-là sur l'onde T, et donc, il va le faire transformer en fibrillation ventriculaire alors qu'il est, par exemple, en TV qui
qui ne peut pas ne pas engager son pronostic vital et un peu de disconfort. Et donc, il faut aller rapidement la traiter médicalement, etc. Et peut être réduite par l'ATP, alors que de cette situation-là, les chocs, ils peuvent parfois se convertir en fibrillation ventriculaire. Les choses sont un petit peu plus difficiles. Le prochain tracé, vous le voyez ici, que nous avions des tachycardies ventriculaires, que le burst ici euh, n'a pas permis de réduire ces tachycardies. Et puis nous avons le premier choc. Et ce premier choc, vous le voyez, que ce premier choc, il a permis de transformer cette tachycardie ventriculaire monomorphe. Il l'a transformé en fibrillation ventriculaire avec une hétérogénéité, euh, avec plusieurs chocs, un 2 3 4 5 chocs avant de réduire cette arythmie. Et ça, c'est un peu, ça nous pousse un peu pour discuter parce que pour ce patient, il a échappé belle parce que si il a été choqué, si choc, il n'a pas arrivé à réduire et donc il sera décédé, tout simplement parce que le maximum de choc qu'on peut avoir en Medtronic C6, Boston actuellement, on peut aller jusqu'à 8 chocs à peu près. Mais la problématique, c'est que, vous voyez, la réflexion, c'est que ce choc-là, il est à 35 joules, 5 comme les autres. Et ce choc-là, il est à 35 joules. Là, il n'a pas donné, il n'a pas réussi à réduire la tachycardie. Et ce choc-là, il a réussi à réduire la tachycardie. Et donc, ça nous ramène un peu de discuter des seuils de défibrillation. Et c'est ce seuil de défibrillation, il a un peu une certaine hétérogénéité au niveau du seuil d'indication. Et le test qu'on faisait avant de défibrillation au niveau des, euh, des 4 labs n'est pas vraiment très utile parce qu'on s'est averti que les patients qui sont facilement indictibles, de toute façon, ils sont ceux qui ont le seuil le plus élevé et qu'en général, le pourcentage des patients qui vont revenir pour ces choses-là, c'est pas très, très, très important. C'est quelque chose de presque négligeable et que c'est la raison pour laquelle on n'utilise plus des faibles énergies 15, 20, etc. Mais d'emblée, on va vers des fortes énergies, le maximum qu'on peut se délivrer, et que on va aller pour des ATP pendant la phase des TV, pendant des fréquences cardiaques pendant la charge, par exemple. Ça permet parfois d'éviter de choquer des patients. Et lorsqu'on a vu également que le choc, il peut être délétère, il peut augmenter la mortalité de ce patient, mais également, on peut pour ces patients d'emblée leur donner des traitements appropriés. Ce tracé également, c'est un triple défibrillateur triple chambre. Et là, c'est un épisode de FV. Ça a été couronné par un succès. Et que vous voyez ici, ça, c'est un rythme atrial spontané, ventriculaire pacé parce que c'est un triple chambre. Et vous voyez ici, rapidement, on détecte une zone de FV. Mais vous voyez ici que malgré ces étéines FEV, on voit ici que nous avons une séquence, vous voyez ici, détection. Il a donné un burst. Alors, retenez-le bien, vous voyez que les points noirs là, ils sont au-delà des deuxièmes lignes, donc c'est au-delà de la zone de FEV, et que on a pu donner un burst au niveau de la zone de FEV, et puis par la suite, c'était un succès. La tachycardie a été réduite, et donc l'épisode s'est terminé. Donc, si on va voir un peu beaucoup plus loin, donc qu'est-ce qui se passait? Donc, vous voyez, ici, c'est la tachycardie ventriculaire. Elle est dissociée des canaux atrial parce que là, c'est le canal atrial et là, c'est le GM ventriculaire. On n'a pas de canal de Farfield ici. Vous voyez ici, c'est le burst qu'il a reçu. Là, c'est la zone de FV qui a été, FV que le diagnostic a été fait. Et vous voyez que c'est ça, c'est le burst pendant la charge. Et donc, la tachycardie, fait de le donner, ça a arrêté. Mais faites attention que ça, c'était aux alentours de 230 millisecondes. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de 230 per seconde. Par exemple, si on a une fréquence cardiaque très, 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 très élevée, donc le programmateur ou le défibrillateur ne va pas tenter de faire un burst pendant la charge pour des fréquences, il ne peut pas les dépasser. Et ça, c'est marque dépendant. Et vous voyez ici lorsqu'il a donné et lorsqu'il a confirmé qu'il a oui cycles par la suite après, il a abandonné. Vous voyez ici abandon de la charge et puis par la suite il a arrêté l'épisode.
Et lorsque, est-ce qu'il faut faire plus d'ATP ou en général, les ATP qui sont efficaces, 1 à 2 ATP. Et si 1 à 2 ATP ne sont pas efficaces, l'ATP ne sera pas efficace. 4 ATP, 5 ATP ne seront pas efficaces. Mais actuellement, en général, ce qu'on fait, c'est des bursts. Et le deuxième, on le change, on le change par par exemple par des rampes, et par la suite, on peut passer directement au choc. Alors, on peut se poser une question, ces patients avec des ATP là, ou lorsqu'il va se charger, la tachycardie il peut s'arrêter, est-ce qu'il a une conséquence sur la batterie? Oui, mais il n'est pas une conséquence rapide. Je vous rappelle que la séquence de charge des batteries n'est pas une séquence très importante, ne se fait pas de façon linéaire, mais une grosse partie se fait au début, puis à la fin, les choses elles vont diminuer, faire et à mesure. Alors, comment on va faire lorsqu'il va charger, lorsqu'il va abandonner au bout de 10 secondes, par exemple, on va trouver 50-60% déjà de la batterie, il a été déjà rempli. Et donc, il s'est avéré que à peu près lorsqu'on charge une batterie, même si on ne délivre pas de choc, ça consomme à 100%, ça consomme à peu près aux alentours de 15-20 jours de la longévité de la batterie globale. Et puis, on va passer pour voir un autre tracé. Alors là aussi, c'est un défibrillateur. On voit ici que nous avons une stimulation qui est en zone de FV et que nous avons un burst ici, une tachycardie ventriculaire, un burst qui ne marche pas et puis une détection et que après c'est le deuxième burst pendant la charge qui a marché et puis par la suite on revient à un rythme plus ou moins atrial spontané et stimulation biventriculaire. Et vous voyez ici que nous avons eu en zone FV à 2 bursts, alors qu'en général, il y a quelques années, on n'avait pas la possibilité d'avoir une stimulation au moment dans la zone FV, pardon. Et donc, comment ça s'est passé? Ça, parce que nous avons ici que le burst il a été programmé avant la charge et lorsqu'il n'a pas marché, et le deuxième burst, comme ça se fait pendant la charge également, et que nous avions le droit à 2 ATP pendant cette période de charge. Et si vous voyez qu'on va un peu plus loin vers Ça, c'est une zone de FV, comme ça a été détecté. Là, c'est la zone de FV qui a été. Vous voyez que vous avez un burst. Une fois que le diagnostic de FV a été fait, un burst a été fait. Le burst, il a été avant la charge. Et puis, lorsqu'on n'a pas marché le burst là, hop, la tachycardie elle continue ici, vous la voyez. Et puis par la suite, nous avons une redétection. Et vous voyez que c'est beaucoup plus court parce que c'est 12 sur 16. Ils n'ont pas 30 sur 20 au niveau de la détection. Nous avons un deuxième diagnostic qui a été fait, donc burst pendant la charge qui a marché. En général, comme nous l'avons dit, lorsque l'ATP, 1 ou 2 ATP ne marchent pas, 4 ATP, 5 ATP ne vont pas marcher de façon générale. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on peut l'avoir au niveau euh, des programmateurs actuellement. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que ça permet également d'éviter du choc. Donc les chocs à se considérer comme une maladie. Donc il faut vraiment les éviter coûte que coûte. Et donc, sauf lorsqu'ils sont appropriés. Nous avons au niveau de ce tracé, lorsqu'on regarde que nous avons l'impédance là bipolaire de la sonde atriale qui est un peu élevée, vous voyez qu'il a sauté aux alentours de 3000 et que vous voyez ici que l'impédance DVG, il marque un invertissement de sonde, il y a un problème et que vous avez là, au niveau de l'impédance également, là vous voyez que nous avons des points soit bipolaires, soit bipolaire qui est un peu élevé. Et ça nous donne une idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez le CVD qui a changé, l'amplitude de l'onde R qui est un peu, on voit clairement qu'il y a un fléchissement. Et donc ça, c'est des éléments indirects qui peuvent nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc vous voyez cette nébuleuse très, 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 très particulière et que vous voyez qu'il y a un niage de points là. Et la première chose qui a une grande variabilité,
Le deuxième point, c'est qu'il y a des cycles qui sont très, très, très courts. Vous voyez qu'ils sont à peu près ici à 130, 140, et donc qui sont à peu près à la limite des blankings. Et ceci, qui est à la limite du blanking, il ne fait un peu suspecter qu'il y a quelque chose avec la sonde. Surtout si on a des TVNS associés, un problème d'impédance, et vous avez là, c'est des une grosse variabilité des cycles, et que vous avez des intervalles très courts qui sont aux alentours du blanking, sans voir ça, sans voir les tracés, on peut en déduire qu'il y a un problème avec la sonde. Et vous voyez ici que le patient il a reçu plusieurs joules qui sont à peu près inappropriés parce que ces signaux qui sont pas physiologiques, cet aspect n'est pas physiologique. Alors vous voyez ici que vous avez au niveau des marqueurs, nous avons des VS, 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 VSA, ça c'est pour lui, c'est des tachycardies. Et parfois même ici, c'est des zones de fibrillation ventriculaire. Mais vous voyez que vous avez des signaux qui sont très amples, qui sont coupés là, vont saturer les amplificateurs et ceci est bel et bien en rapport avec un problème de sonde. Et vous voyez ici, c'est six cycles qui sont très 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 courts et qui ne sont pas en rapport avec en rapport ça, alors qu'au niveau là, au niveau de l'EGM atrial, on ne trouve rien de façon générale. Et donc ce EGM atrial, il n'en trouve que ventriculaire, ça veut dire que la sonde défibrillateur, elle est défaillante et donc il faut réfléchir à la changer dans ce cas échéant. Et donc ça, c'est un très très bon exemple pour nous donner cette idée. Est-ce que l'appareil métronique est là quelque chose pour détecter ce genre de problème? Oui, il a ce qu'on appelle le lead, euh, comme on l'appelait tout à l'heure, c'est le lead. Le LIA, c'est le lead intégrité alerte, hein. Ça veut dire que c'est un algorithme qui va, en fonction de l'impédance, en fonction de ces VV très courts qui sont aux alentours des blankings, et qui, en fonction des TVNS, si nous avons deux critères sur trois, et donc il va nous donner une alerte que la sonde est là, un problème de sonde, avant même arriver à ce point de recevoir des chocs inappropriés, comme ce cas particulier de dysfonctionnement de sonde qui a donné des chocs inappropriés. Peut-être nous aurons, c'est à peu près le même aspect là. Et là, vous voyez ici, c'est c'était un peu, vous voyez, si c'est des bursts à peu près, alors là, on a induit une tachycardie au niveau, c'est ce patient-là. Et puis par la suite, nous avons une FV, puis il y avait un choc, euh, et le choc, vous voyez qu'il a transformé la FV, et donc le deuxième choc n'a pas rien donné. Après, je pense que stop là, parce qu'on a fait un peu choquer le patient par un choc électrique externe qu'il n'a pas vu ici. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? C'est la stimulation rapide. On induit une TV, on induit, vous voyez ici, que le choc, elle a fait rompre la sonde. Et ça, c'est un cas historique particulier. On est en 2017. C'était le cas des sondes Fidelis de Medtronic qui avaient un peu un problématique, et que on faisait des injections pour ces patients de FEV plus de choc pour voir un peu la performance de la sonde. Malheureusement, c'est avéré que même cette attitude était un peu hasardeuse, parce que beaucoup de chances vont casser la sonde, et que ça, c'était vraiment imprévisible. Et puis, on est toujours dans cette problématique de sonde, et vous voyez ici que nous avons un épisode de TVNS, et que nous avons un peu des VV qui sont très courts aux alentours de Blanking, et on a parlé hein, de l'algorithme euh, de lead intégrité alerte, et qui c'est lorsqu'elle remplit de critères, ça nous permet un peu de sauver des patients avant changer cette sonde, avant d'arriver plus loin au niveau de cette problématique. Et ça, c'est un peu un exemple de bruit qu'on peut avoir pour ces patients. Et on va passer à un autre exemple. Par exemple, vous voyez ici, c'est un monochambre. Et c'est un épisode de FV qui a été détecté. Et il a donné un choc, et c'était un succès. Et que vous voyez ici, vous avez également un aspect très bizarre, très stable. Nous n'avons pas un niage comme tout à l'heure, mais nous avons un aspect qui est plus ou moins fixe, mais qui est très très rapide aux alentours de Blanqui, qui est un peu coupé. Ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide que ça, mais c'est la limite que l'appareil peut détecter. Et lorsqu'on va aller beaucoup loin au niveau de cette partie,
on va trouver que les choses, elles existent au niveau des deux canaux et que c'est un aspect qui n'est pas physiologique du tout. Et si nous avions la possibilité de faire agrandir le défilement, comme vous le voyez ici, et mesurer la distance entre ces deux points, on va trouver que ça correspond à peu près à 20 millisecondes. Et donc, si on fait le calcul, on va tomber sur ce qu'on appelle les, le 50 Hz dissecteurs électriques et ça va nous donner à peu près le diagnostic facilement de 50 Hz. Et donc là, c'est une interférence externe et non pas en rapport avec la sonde. Et donc l'autre tracé également, c'est à peu près, nous avons ce problème de niage, nous avons ces RR qui sont un peu VV qui sont plus courts, qui sont à la limite du blanking. Et vous voyez ici que nous avions une zone de FV à la fin. Et voyez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ce patient. On va voir que nous avons ici, ça c'est un monochambre, c'est un défibrillateur triple chambre, qu'on voit que au niveau de ce canal atrial, on voit des choses qui ne sont pas très bien, hein. C'est l'équivalent des mieux potentiels à peu près, mais pour un patient qui est dépendant, c'est à peu près très difficile parce que ce patient, même s'il a un défibrillateur, mais il a besoin d'être stimulé, vous voyez là, lorsqu'il va détecter des T, des S, des ondes FV, des ondes tachycardie, il va pas stimuler. Et vous voyez là qu'il va donner une stimulation, là, il ne va pas stimuler. Et vous voyez, c'est vraiment des longs moments d'asystolie parce qu'il y a une certaine détection, probablement des myopotentiels dans ce cas-là. Et donc, pour ces patients, vous voyez ici que nous avons presque une asystolie là au niveau ventriculaire, alors que là, elle détecte une zone UV qui n'existe pas et donc qui n'existe pas. Et c'est un peu près le danger de ces interférences parfois. Et puis par la suite, nous avons un autre épisode, la même chose. Vous voyez les choses qui sont très bien ici au début et que nous avons ici même le signal atrial, là vous le voyez, que vous voyez le signal ventriculaire. Lorsque vous avez une association de FA-FV comme ça, c'est pas très habituel de trouver un FA-FV au moment où ce patient était en fibrillation ventriculaire, qui est la patient en fibrillation ventriculaire. Mais lorsque nous avons une association comme ça c'est très bien une interférence qui peut bien et bel et bien correspondre à une histoire de bistouri électrique ou un champ électromagnétique puissant. Et donc, vous voyez que l'aspect comme ça, qui est entrecoupé avec on trouve des choses normales, là, c'est pas des 50 Hertz, c'est quelque chose qui est momentané et qui peut passer. Et c'est à peu près la même chose que le plot là nous donne hein, avec une nébuleuse atriale et ventriculaire. Et lorsqu'on va vers le EGM, on va trouver des choses comme ça avec un très, 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 très long euh, euh, trou de bistouri électrique pour un patient qui a été en train de se faire opérer. Et vous voyez que ça donne à peu près le même aspect avec des aspects de FV-FV. Et donc, dans ces situations-là, lorsqu'on est obligé d'utiliser le bistouri électrique, il faut faire vraiment des petits moments hein, très rapidement. Et puis, on peut le faire plusieurs fois, c'est pas un problème. Et l'idéal, ce sera d'avoir un aimant à côté. Et l'idéal, ce sera de programmer ces patients avant même leur arrivée au niveau du bloc opératoire. Et puis finalement, il nous reste quelques tracés à voir ensemble, et ça c'est un aspect qui est très caractéristique pour un défibrillateur triple chambre aussi. Nous avons une tachycardie monomorphe, et vous voyez un aspect en rail, comme on dit dans le jargon, et lorsqu'on voit cet aspect en rail, en général, nous avons trois diagnostics à évoquer au minimum. Hein. Donc il faut penser en premier à une détection de l'onde T. Et lorsque vous avez assez de distance entre les lignes, il faut penser, lorsque vous avez des lignes qui sont très très courtes, il faut penser vraiment à un double counting de l'onde R. Lorsque vous avez un QRS très large et que le blanking est court, et donc ce même QRS peut être compté par l'appareil deux fois. Et il faut penser dans certaines situations, lorsque vous avez un Boston avec des ces sondes particulières, avec une polarité intégrée, bipolaire intégrée, et donc elles peuvent avoir une serre détection de l'onde P. Alors là, si on va aller voir qu'est-ce qui se passe, vous voyez ici que vous avez là c'est
Ça, c'est le canal du choc, le far field. Vous voyez ici que il a un VS là au niveau du QRS et là, il marque une TF, ça veut dire il marque quelque chose au niveau de la zone F, de la zone de fibrillation ventriculaire et les choses elles vont se répéter. Et donc, lorsque le patient passe en tachycardie sinusale, par exemple, les choses elles vont devenir un peu beaucoup plus sérieuses et peuvent détecter une certaine détection de l'onde de T. Mais il y a des algorithmes qui vont permettre au niveau de Medtronic également de régler ce problème, mais pas à tous. Heureusement, euh, qu'il ne va pas recevoir de choc, mais le diagnostic de ces détection est un peu beaucoup plus élevé au niveau des plateformes Medtronic par rapport à d'autres plateformes. Et même avec les nouveaux algorithmes, on en voit, mais les patients ne reçoivent pas, heureusement, ne reçoivent pas de thérapie inappropriée. Et donc, vous voyez le même aspect l'aspect en rail encore une fois. Et donc, si on va voir sur le gène, vous avez des ondes de T qui sont détectées en zone. Vous voyez ici, c'est le F, c'est le QRS, et puis c'est l'onde de T qui est détectée en zone de en zone de FEV. Et puis, c'est le même exemple également. Toujours, on est dans la serre détection de l'onde de T. On est dans la serre détection de l'onde de T. Vous voyez ici que nous avons une serre détection de l'onde de T. Et vous voyez que pour ces patients-là, quand nous avons une certaine détection de l'onde de T, vous voyez ici que c'est pas toujours anodin. Vous voyez ici que ça passe en tachycardie. Il est détecté comme une fibrillation ventriculaire, qui avait un burst, et que ça, il a fait vraiment même euh, donner un ATP, et puis par la suite, vous voyez que ça a revenu parce que c'est sinusal. Imaginez que ce patient, il a reçu également un choc. Ce choc est vraiment très dangereux parce que si vous avez quelqu'un qui a une certaine détection de l'onde de T, et qu'on a besoin de délivrer un choc qui est synchrone sur le QRS, pour lui, même l'endoté, c'est un QRS. Pour lui, l'endoté, c'est un QRS. Et donc, par conséquent, nous avons 50% de chances de voir un choc sur l'onde T. Et si on a un choc sur l'onde T, ça veut dire que nous avons 50% de chances de faire passer ce patient en fibrillation ventriculaire. Et Dieu le sait, est-ce que le choc par la suite, il va être efficace ou pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle vraiment ces patients, il faut les considérer comme des urgences et non pas prendre les choses à la légère. Alors, cette histoire de cette détection de l'onde de T, on a bien compris que c'est quelque chose un peu dangereux, mais c'est quelque chose qui dépend essentiellement du moment de l'implantation. Il ne faut pas accepter les ondes R comme ça, comme 1,3 de ondes R au niveau ventriculaire si on le peut. Il y a des patients où on n'a pas, mais il faut vraiment avoir plus de 5, plus de 6, etc., 1 millivolt pour l'onde R. Ceci, ça permet, quand vous l'avez bien compris, que nous avons une sensibilité qui est dynamique au niveau de, une sensibilité qui est dynamique au niveau de ces défibrillateurs. Et donc, pour le pacemaker métronique, par exemple, nous avons que la détection, elle commence à 75 de l'amplitude de l'onde R et puis jusqu'à avoir 0,3. Et donc, lorsque nous avons une onde R qui n'est pas vraiment très ample, on va arriver très rapidement à 0,3, même avant l'apparition de l'onde T. Et ça va permettre de la détecter de l'onde P. C'est quelque chose qu'on peut facilement faire le diagnostic avec l'œil nu parce que nous avons un signal qui est sharp, aigu, suivi d'un signal qui est mou. Mais l'appareil également, il a quelques algorithmes pour faire ça, avec des filtres différentiels, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Mais là, j'insiste, c'est que au moment de l'implantation, c'est un moment qui est très très important. Et avoir des ondes R qui sont très amples, ça permet d'éviter ces choses-là. Et même tous les algorithmes sont là pour nous aider et non pas pour remplacer notre travail, sauf si on a des cas particuliers. Heureusement que pour ces patients-là, au niveau de cette plateforme, par exemple, nous pouvons changer
Si vous voyez ici que vous avez l'amplitude à 1,3, c'est lorsqu'on va détecter en bipolaire au niveau de l'onde R. Mais si on va, par exemple, changer en bipolaire intégré, ça veut dire entre la pointe de la sonde et entre le spire, on va avoir changé, regardez là, l'onde R à 7,2 et ça, c'est à peu près le problème. Mais ça, c'est vraiment une spécificité des métroniques qu'on ne trouve pas au niveau des autres plateformes. Alors aussi, vous voyez ici que c'est un épisode pour l'appareil, un autre cas. Il va nous parler de TSV morphologue parce que lui, il a détecté une TV. Et lorsqu'il a vu que la morphologie, il a comparé par rapport à la morphologie sinusale, il a trouvé que ça, c'était pas une tachycardie ventriculaire, c'était une tachycardie sinusale pour lui parce que si on va à la fin de cet épisode, on va voir que nous avions une morphologie. C'est la même chose toujours. C'est une serre détection de l'onde T. Si vous voulez qu'on voit les choses toujours, c'est un peu près une serre détection. Mais grâce à cet algorithme l'algorithme de discrimination, il a abandonné les thérapies parce que pour lui, pour considérer un TSV, il faut vraiment que ce soit euh, une similitude pour 3 sur 8. Il permet de poser le diagnostic d'une TSV au lieu de 5 sur 8 ou 8 sur 8. Et là, vous voyez, si on a 8, nous avons 4 sur 8 lorsqu'on est sur la détection de l'onde T qui sont en bonne morphologie. Et donc, par conséquent, il va abandonner la thérapie. Et puis, nous arrivons à ce tracé. Encore une fois, nous avons cette détection. Euh, cette tachycardie avec cette détection de l'onde T, mais ici, il va nous dire que en fonction de l'algorithme, en fonction de l'algorithme ici, vous voyez ici, il parle de tachycardie sinusale, TST, ça veut dire tachycardie spontanée. Là, à un certain moment, il va parler de FT parce que fréquence beaucoup plus rapide, mais à un certain moment, il va nous parler de TF, ça veut dire pour lui. Ça, comme c'est cet épisode, ça correspond à une onde T, onde T, onde T, onde T, parce qu'il y a un algorithme de entité wave over sensing, ça veut dire c'est détection de l'entité. Si vous vous rappelez sur le rappel, c'est parmi les options qu'on va mettre en on chez ces patients et ça va nous permettre également cet algorithme d'éviter une thérapie inappropriée. Et là, c'est un tracé très joli pour finir un peu cette session. Et vous voyez ici que nous avons un aspect en rail, donc on peut un peu penser à quelque chose, les diagnostics qu'on a dit tout à l'heure. Mais lorsqu'on a vu un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des EGM, vous voyez que nous avons un spike et puis nous avons un spike et puis nous avons un QRS. Et puis nous avons vraiment le spike, il est compté. Si vous voyez ici, il est compté au niveau atrial comme compté au niveau ventriculaire. Et ça, c'est l'histoire d'un patient qui a reçu, hein, il a reçu vraiment une thérapie. Et pourquoi il a reçu une thérapie? Parce que tout simplement, c'est un patient qui avait une procédure de TAVI et que euh, le défibrillateur n'a été pas mis en off, il n'y avait pas d'aimant, on ne sait pas pourquoi. Et puis par la suite, c'est sur le rapid pacing au moment de delivery, au cours de l'implantation, des, lorsqu'on va livrer le, la valve d'Étaville et que ces spikes, ils étaient vraiment détectés par l'appareil et c'était un comptage. Et donc, c'est le patient il a reçu un choc inapproprié au moment de la procédure. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. J'espère que ça a été un peu bénéfique. Donc, on a vu à peu près une heure et euh, plus d'une heure des tracés surtout de défibrillateurs. On a vu ensemble comment ça fonctionne un pacemaker normal, en particulier le Medtronic. On avait vu comment programmer un défibrillateur Medtronic. Nous avons vu un peu les problèmes de serre détection. Nous avons vu les problèmes
d'interférence, le problème de 50 Hz, le mieux potentiel, de tout ce qui est en rapport avec l'oversensing. Nous avons vu le problème de dysfonction de sonde, les fragilités du sonde et les détection de l'onde P en général, on les voit dans les pacemakers Boston en rapport avec sa polarité intégrée, leur détection bipolaire intégrée entre la pointe et l'aspire de leur l'aspire de la sonde. Et par la suite, nous avons vu un peu, euh, grosso modo, comment on doit se comporter avec ces différents éléments. Et je vous remercie pour votre attention et un prochain cours, Inch'Allah.